Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour les débats, avec Marie-Ève Malouine, bonjour, journaliste politique, Jonas Haddad, avocat, bonjour, Jean-Claude Beaujour, en direct de Washington, qui nous revient en exclusivité. Moins 14 degrés. Hein. Ah ouais. J'ai une amie qui est à Chicago, ils annonçaient moins 20. Moins 20, ressenti ouais. parfois moins 30, Alors, etc. Bon, vous allez tout nous dire, vous allez nous chanter YMCA et nous raconter la cérémonie. Brice Sokol, bonjour, politologue, essayiste, vous avez publié avec Frédéric Dabi Parlons-nous tous la même langue aux éditions de l'Aube, bienvenue à vous. Pas d'augmentation d'impôts pour les salariés et les retraités, donc ça veut dire qu'on a débattu pendant 2 jours pour rien sur le sujet. C'est Éric Lombard qui l'a affirmé ce matin, mais peut-être que la piste des 7 heures de plus persiste dans les plans du gouvernement. Le Sénat qui veut réduire le train de vie des anciens présidents, des premiers ministres, et également François Bayrou qui souhaite diminuer le nombre d'agences. On va parler de Donald Trump et de ses taxations, et puis l'antisémitisme toujours au plus haut depuis le 7 octobre. Bref, tous ces sujets avec vous, vos coups de cœur, vos coups de gueule, Jean-Claude. Oui, j'ai trouvé un peu. From LA. J'ai trouvé un peu surprenant que les organisateurs n'aient pas repoussé la réunion qui doit permettre de faire les nominations aux Oscars, puisqu'on continue à se battre contre les feux en Californie. Et qu'au-delà de tous les people qui ont perdu ou pas leur maison, qui valent des millions de dollars, il y a énormément de gens qui travaillent dans le sud de la Californie, à Los Angeles, dans le sud de la Californie, qui ont tout perdu. Donc il y a un décalage entre parler des Oscars en ce moment et puis ce que vivent un certain nombre de familles, de gens qui ne vont pas forcément être remboursés, de gens qui sont un peu laissés pour compte, parce que c'est aussi ça le système. Donc je trouve que c'est complètement décalé, mal placé pour le moment. Ils auraient pu repousser cette réunion dans un mois. On se souvient que lorsqu'il y avait eu la Covid, en 2020, ça avait été complètement supprimé. Là, sans supprimer, ils auraient pu décaler un peu ça. Ils n'auraient pas perdu en temps et en timing sur la cérémonie qui doit avoir lieu bientôt. Oui, mais la cérémonie va peut-être être repoussée. Non, là, ce sont les nominations. Oui, mais Valérie, je pense que l'esprit n'est pas la fête. C'est ce que je dis. Je dis, bien sûr qu'il faut continuer à travailler, qu'il faut continuer à vivre, continuer avec l'esprit de résilience, parce que au-delà des vedettes, c'est important de savoir qu'il y a énormément de gens qui travaillent dans les studios, de gens qui exercent des emplois très simples et qui ont besoin de travailler, parce que là encore, certains vont être laissés pour compte, ils vont devoir se reconstruire, aller habiter chez des amis. Donc il y a besoin de travailler, parce que si en plus ils devaient perdre leur emploi, ça serait dramatique. En revanche, je pense qu'on aurait pu décaler, histoire de faire un peu il y a une période tampon en quelque sorte. Brice Sokol, je vous vois. Moi, c'est un coup de cœur. Vous rentrez des États-Unis. Moi, j'ai été, en tant que Français et en tant qu'Européen, très impressionné toujours par cet optimisme américain et cette manière dont cette nation est incarnée. Alors, je ne parle pas du fond, on aime ou on n'aime pas Trump, mais avoir une nation patriotique, incarnée, avec une vision, avec des objectifs, c'est rassurant lorsqu'on est Français, Européen. On est dans une situation aujourd'hui un peu compliquée, notamment l'Europe. L'Europe est désincarnée, on en parlera peut-être tout à l'heure. On n'a pas vraiment d'objectif, on subit. Et là, c'est cet élan d'optimisme, moi, qui m'a vraiment intéressé. Et j'ai trouvé ça, en tant que Français européen, passionnant. Vous l'avez ressenti comment ? C'est-à-dire dans le... Moi, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Prendre soin de son pays, vouloir reconstruire son pays, donner des objectifs économiques, culturels... Proposer du rêve, c'est aussi ça, politique. Quand on parle de symboles, on a beaucoup travaillé sur les symboles avec Frédéric Dabi. On oublie les symboles en politique. Aujourd'hui, en Europe et en France, on fait de la gestion. On fait du contrôle, mais quelles sont nos perspectives ? On parlera peut-être tout à l'heure de l'Union européenne, mais moi c'est un élan d'enthousiasme, d'objectif, et surtout un pays incarné. Alors on aime ou on n'aime pas ce qui est incarné, mais au moins c'est incarné, et on a de vrais objectifs à moyen et court terme. Avec, je sais pas, une réaction peut-être Marie-Ève Malouine sur ça, parce que l'enthousiasme il peut aussi être douché assez rapidement. Je parle de la symbolique. De la symbolique du président qui... Il y a des raisons à cela quand même, parce que dans un pays où l'État ne vient pas
vous aider à bout de bras. Je peux vous dire que vous réfléchissez à 3 fois, vous n'avez pas le choix. Il y a des gens qui ont dit j'ai tout perdu. Ils n'ont pas dit est-ce que l'État peut nous envoyer quelques milliers de dollars pour pouvoir nous loger. Ils ont dit on va voir avec des amis comment est-ce qu'on peut être logé. Il y a aussi ce lot, c'est de l'enthousiasme, mais il y a aussi 40 millions de pauvres aux États-Unis et ça fait mal. Je peux vous dire qu'on le voit dans les rues, notamment de San Francisco. Parler de la Californie, notamment de San Francisco. Marie-Ève Malouine. Bon, c'est intéressant ce que je vous écoutais parce que moi je connais pas bien les États-Unis. Ce que je crois c'est que c'est tellement différent de la France qu'on ne peut pas complètement comprendre et donc on a des jugements un peu hâtifs et trop manichéens à chaque fois. C'est bien, c'est mal. Il faut comprendre pourquoi Trump arrive là et réussit quand même à avoir été battu et à revenir. Au moment où il a été battu, tout le monde s'est dit en France, c'est terminé, il ne reviendra pas. Et là, il revient. Et donc, ce qu'on devrait faire plutôt, c'est essayer de comprendre pourquoi il peut revenir, pourquoi il y a des Américains qui votent pour lui, ce qu'ils en attendent. Et des leçons que nous, on peut en tirer, justement, cette incarnation, ce côté sans complexe. Je dis des choses, alors parfois je dis au-delà de ce que je veux faire, mais pour obtenir ce que je veux faire, peut-être qu'il y a des leçons à tirer pour nous, et notamment la résilience, et non pas attendre à chaque fois qu'il se passe quelque chose, se tourner vers l'État et dire qu'est-ce que vous faites pour moi. C'est vrai que le jugement français est très manichéen et vu de France. Là-dessus, vous avez effectivement raison, Jonas, sur ce point-là. Moi, je ne m'exprimais pas parce que j'ai été personnellement touché. J'ai une partie importante de ma famille qui est à Los Angeles et j'y étais pendant les vacances. Et je suis parti 4 jours avant les feux. Donc il y en a encore qui sont déplacés. Et les feux ont repris de façon plus violente aujourd'hui. Il y en a qui ont perdu beaucoup. Fondamentalement, en fait, ce que je me dis en voyant les images, c'est que je suis allé, je sais pas, peut-être une dizaine de fois. C'est qu'on connaîtra plus Los Angeles comme on l'a connu. Non, en tout cas, voilà, c'est-à-dire cette usine à rêve. Faut que nos auditeurs comprennent bien aussi qu'à Los Angeles, comme vous êtes sur une faille sismique, en fait, toutes les maisons sont en bois. Donc, en fait, dès qu'il y a du feu qui se propage, immédiatement, ça peut partir en vrille, et c'est le cas. Et je pense que ce sera un super chantier, justement, pour l'administration Trump, de démontrer, alors bien évidemment, comme disait Jean-Claude, il n'y a pas que l'État, mais de démontrer qu'ils arrivent massivement à reconstruire une ville qui, déjà, avant même l'incendie, était en difficulté. Des gens que je connais qui travaillent dans l'industrie, dans le cinéma, ça fait 1 an et demi qu'ils ne travaillent plus parce qu'il y avait la grève des scénaristes et qu'on ne produisait plus de séries. Et de plus en plus, notamment d'entreprises dans la tech, se déplacent au Texas parce qu'ils considèrent que les législations en Californie, que ce soit San Francisco ou Los Angeles, ne sont pas forcément à la fois sécurisantes et proactives pour elles. Donc je pense que le grand chantier de l'administration Trump, il ne s'y attendait pas, ce sera la reconstruction de Los Angeles. Il y a des estimations qui disent qu'il y a 90 000 maisons, 90 000 maisons qui sont parties en fumée. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est pas que des gens qui sont blindés, pour le dire comme on le pense. Voilà. Donc il va falloir reconstruire et c'est beau. C'est un bon chantier de reconstruction. Il en a assez peu parlé, Trump, de la Californie. Il en a quasiment pas parlé. Parce que c'est compliqué, en fait. C'est compliqué parce qu'il y a un affrontement politique d'abord entre lui-même et le gouverneur de Californie. Parce que il y a quand même une industrie qui est importante, qui est influente, donc il peut pas, et l'opinion publique américaine ne lui pardonnerait pas d'avoir abandonné une partie des Américains malgré tout. Qu'il y ait une bataille politique avec le gouverneur, c'est une chose. Mais le peuple américain, voilà, la population ne serait pas, n'est pas indifférente à ce qui se passe là-bas parce que tout le monde a de la famille, des amis, des intérêts en Californie. C'est quand même un État le plus puissant à la fois des États-Unis, mais qui est d'une force de frappe considérable. Donc, avec toute la tech, la Silicon Valley. Mais ça pose une question sur l'influence sur notre culture occidentale, hein, parce que, quand on y va, on voit que la plupart des tendances qu'il y a dans notre monde européen viennent en général de cet endroit-là. On dit qu'il y a un pivot le bien et le moins bien. Sur la musique, sur le cinéma et sur la culture, et donc se pose la question de savoir qu'est-ce qui va remplacer cette usine à production culturelle. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio, juste après le rappel des titres. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous pour commenter l'actualité avec Marie-Ève Malouine, journaliste politique. Vous êtes éditorialiste à la revue politique et parlementaire de l'ami Arnaud Benedetti. Jonas Haddad, vous êtes avocat. Jean-Claude Beaujour, avocat également. On est bien équipés aujourd'hui. Président du Forum Transatlantique, et Brice Sokol, politologue, essayiste. Et vous avez publié avec Frédéric Dabi Parlons-nous tous la même langue aux éditions de l'Aube. Passionnant, des
des petits chapitres assez courts sur les préoccupations des Français, et qui surtout racontent la rupture qu'il peut y avoir entre les territoires et le national. Le local et le national. Voilà, absolument. c'est ça. Dieu sait s'il y a des... un sujet d'actualité. C'est un sujet absolument d'actualité. Alors Marie-Ève Malouine, vous, votre coup de gueule, il va concerner beaucoup de gens et intéresser beaucoup de monde. Oui, parce que je crois que je ne dois pas être la seule. Hier, il y avait le lancement qu'on a régulièrement. Achetez votre billet pour dans 3-4 mois. Là, c'est pour votre billet de train pour les prochains ponts du printemps. Et moi, je fais partie des gens qui prennent assez régulièrement le train et personne ne comprend la tarification, ne comprend en plus cette journée où on a soi-disant des billets pas chers et puis quand on va sur le site, comme on n'y va pas à 4 heures du matin, eh bien, ils sont déjà très chers. En réalité, cette journée-là, elle n'est pas faite pour avoir des billets pas chers. Elle est faite pour avoir un billet. Parce que si vous ne l'achetez pas maintenant, vous ne trouverez pas de billet au moment du pont de Pâques ou des vacances de Haute ou pas. Vous trouverez des billets extrêmement chers. En réalité, ça met tout le monde sur les nerfs. C'est en contradiction avec la politique du gouvernement de dire il faut prendre le train. Mais une famille, c'est toujours beaucoup moins cher de prendre la voiture que le train. Résultat, ou même l'avion. Parfois, 80% des trajets, des longs trajets, se font toujours en voiture. Or, ce qu'on paye en même temps, c'est pas la faute de la SNCF, c'est l'État qui a demandé à la SNCF de faire des bénéfices, donc d'être rentable, et en prenant une partie, il en prend 50% sur un billet. Et résultat, on a là le fait qu'on n'a pas anticipé, qu'il n'y a pas eu de politique à long terme, tout en disant il faut arrêter le tout voiture. Dans le même temps, on ne faisait pas cette politique d'offre pas chère à la SNCF, et la SNCF qui peut rien. Là, c'est la responsabilité de l'État, et ça, il y a une incompréhension des Français parce que ils ne trouvent pas de billets de train à un tarif intéressant, surtout quand on est plusieurs et quand on est une famille, y compris avec les supposées cartes de réduction. Ça reste très cher. Ça reste cher, ou alors avec des trains très tôt le matin qu'on peut difficilement prendre quand on est une famille de 4 ou 5 personnes. C'est ce que le Parisien aujourd'hui a comparé dans son édition d'aujourd'hui. Juste un dernier point pour être objectif. Le prix du billet, dans le prix du billet, ce qu'on paye aussi, c'est l'entretien des voies qui est absolument indispensable. On l'a vu avec les accidents. Comme Brétigny-sur-Orge, et donc c'est de l'autre côté, ce n'est pas insensé, ce n'est pas injustifiable, mais c'est assez difficile à comprendre, faut le reconnaître. Oui, on a des trains, par exemple pour Nantes, à Paris-Nantes à 7h48, c'est ce que le Parisien a relevé, 57 €, qui peut monter jusqu'à 99 €. Après, si vous prenez le train à 12h52, vous êtes pour le même trajet à 70 €. Enfin, c'est des variations qui sont assez incompréhensibles. Le Paris-Bordeaux, 114 € à 7h54, il est à 57 € à 18h23. Enfin, vous prenez... en psychanalyse, on appelle ça des injonctions paradoxales, et c'est censé rendre fou. C'est-à-dire qu'en gros, on vous explique à longueur de journée qu'il faut privilégier le train, notamment au système d'aviation. Mais aujourd'hui, on est obligé, quand on est soit effectivement une famille, soit dans un cadre économique, de faire des comparatifs. Et parfois, il revient même moins cher de prendre l'avion. En tout cas, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Donc, si on continue dans cet ordre-là, on va continuer à dire aux gens prenez le train et en fait faites-vous plumer, quoi. Enfin, donc il y a une vraie problématique après sur le confort. Ça évolue plutôt bien, moi je trouve quand même. En revanche, la difficulté, c'est sur ces variations de prix qui ne sont pas prévisibles. Quoi. Et parlons aussi des lignes défaillantes. Moi, ma mère veut plus venir à Paris en train. Elle vient d'où, votre maman ? Elle est sur cette fameuse ligne Vierzon-Paris qui passe, ou Clermont-Ferrand qui remonte par là. Nevers, elle m'envoie régulièrement les annonces de la SNCF. Des passagers sont restés bloqués 5 heures et à chaque fois qu'elle prend le train, enfin pardon de parler d'une situation personnelle, mais c'est une ligne qui est en déshérence totale. C'est une ligne sur laquelle... Alors là, ça va vous parler. Vous la connaissez, cette ligne ? C'est une tragédie. Ouais. Mais ça fait 30 ans que la politique des transports en France, elle est perçue à travers le prisme du tout TGV. Mais c'est ça. Bien sûr. Alors qu'on devrait diversifier les transports. Enfin, essayer de prendre un transport, essayer d'aller de Cannes à Montpellier en train. Bien sûr. Vous mettez 10 heures. Ouais. C'est pas normal. Non. Les transports régionaux ont été en partie délaissés, confiés aux régions. Heureusement confiés aux régions. Heureusement. Mais heureusement, et c'est pas simple. Le covoiturage, qui pourrait être une opportunité, notamment dans les territoires, est très peu développé par les collectivités.
Le transport par bus se développe. Il y a une petite concurrence qui s'ouvre sur les lignes à grande vitesse avec des compagnies italiennes ou espagnoles qui arrivent sur le marché français. Enfin, je pense qu'une politique du transport doit se voir dans sa globalité et pas que dans le tout TGV Paris-Lyon-Marseille, qui est la ligne la plus rentable, ou Paris-Bordeaux. En même temps, le TGV, c'est très bien, mais ça ne fonctionne pas toujours. Absolument. Et si vous, ne serait-ce que si vous avez un changement et que, alors vous achetez votre billet, par exemple, hein, Paris-Rennes, et le train, et après vous prenez notre billet pour un autre coin de Bretagne. Si votre TGV, on vous donne un billet avec 15 minutes de changement. Si votre train a 10-15 minutes de retard, vous ratez votre correspondance. Et là, on vous dit, vous pouvez vous faire rembourser. Mais le Paris-Rennes, parce qu'il faut savoir que le Rennes, avec dans une autre ville de Bretagne qui est du côté de la région, vous l'avez acheté sur la SNCF, mais pour vous le faire rembourser, il faut aller ailleurs. Donc il faut le savoir. Et donc c'est extrêmement compliqué. Et les trains, même les TGV, ont parfois, sur la Bretagne, régulièrement, quelques minutes de retard, mais ça vous fait rater une correspondance et ça met les gens en rogne. Si vous voulez, dans un dîner, lancer un sujet où tout le monde sera d'accord, parlez pas politique, lancez la SNCF. Regardez, mettons-nous d'accord, on est tous d'accord et le sujet a bien pris parce que tout le monde est concerné par... Vous en parlez dans le livre Juste de manière pratique, lorsque j'étais au cabinet de Jean-Louis Borloo, lorsqu'on a fait le Grenelle de l'environnement, on avait imaginé une ligne TGV faisant Paris-Lyon, mais passant par Saint-Germain-des-Fossés, Paris-Nevers, Nevers, Moulins, Saint-Germain-des-Fossés, Lyon, qui a été abandonné pour des questions budgétaires. Mais voilà, ce sont des choses qu'on peut relancer, qu'on peut imaginer. Je parlais de cette ligne qui est une horreur en fait. Parfois, vous avez 8 à 9 heures de retard entre Paris et Clermont-Ferrand. C'est une ligne terrifiante. Et Anna me dit Bordeaux-Lille, un aller 140 €. C'est pas un transport populaire. On peut pas appeler ça un transport populaire. Jonas, coup de projecteur, constat. Coup de projecteur, constat, parce qu'on sort de 2 jours de débat sur la question des retraites et il faut taxer ou pas les retraités. J'ai un coup de gueule parce qu'on a une telle inculture économique dans notre pays. J'entendais des témoignages face caméra de personnes qui sont retraitées qui nous expliquent « mais j'ai quand même cotisé 40 ans et il ne faut pas toucher à mes retraites ». Alors, juste pour qu'on soit bien clair, dans notre système par répartition. Lorsque vous cotisez, vous ne cotisez pas pour votre propre retraite. Vous cotisez pour les gens qui sont à la retraite au moment où vous cotisez. Donc les gens qui se plaignent aujourd'hui par rapport à leur retraite, ils ont cotisé pour les retraites de leurs parents. Et nous-mêmes, lorsque nous cotisons actuellement, nous cotisons tout de suite pour leur retraite à eux. Donc ils n'ont pas cotisé pour leur propre retraite. Et si jamais il y avait des réformes dans le cadre des retraites, ce n'est pas leur retraite qu'on toucherait, mais c'est ce que nous, actifs, faisons. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'il y a un grand mouvement, notamment dans la génération de 20 à 40 ans, qui considère maintenant, avec un prisme historique, que cette génération, qui est aujourd'hui à la retraite, a quand même eu une période dorée qui lui a permis d'être propriétaire de son logement, qui lui a permis de bénéficier d'un emploi peu taxé et assez facile, et qui aujourd'hui ne veut faire aucun effort lorsqu'on demande des efforts collectivement. Or, les actifs aujourd'hui contribuent majoritairement aux retraites, qui sont le poids le plus important sur notre dette publique. Et donc, de plus en plus, vous avez notamment sur les réseaux sociaux cette phrase qui arrive de plus en plus, c'est « il faut réduire le poids des retraites pour rendre du pouvoir d'achat aux actifs ». Et vous savez, ça a des conséquences politiques, parce que si on regarde la tranche des actifs, ce qu'ils ont voté jusqu'à 60 ans, qui est largement en tête de 18 à 60 ans, eh bien c'est Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de déclassement de plus en plus important chez les actifs qui se disent les boomers, pardon de ce terme, parce que j'aime pas, il est trop générique, mais ils ont bien profité, et maintenant, il n'y a aucun effort de leur part qui veut être réalisé. Et si on ne veut pas rentrer dans cette guerre des générations, je pense qu'il faut que collectivement, on sorte de ce prisme socialiste, pour le dire comme ça, qui consiste à se dire, qui est-ce qu'on va taxer ? Parce que dans ce cas-là, ça va être une génération contre une autre, et plutôt, évidemment, mais je le dis à chaque fois, comment faire des économies sur le train de vie de l'État, plutôt que d'essayer de taxer un côté les actifs en augmentant les impôts, puisqu'on a quand même le pays le plus taxé au monde sur les actifs, et de l'autre côté, taxer des retraités qui ne peuvent plus travailler davantage. Donc soit on réactive la guerre des générations, et ça commence à arriver, soit on arrête de vouloir taxer les uns et les autres. Brice Sokol, ça... Moi, je partage en partie le constat. Juste, encore une fois, on a beaucoup travaillé sur la notion de retraite avec Frédéric dans l'ouvrage. En fait, moi, je ne comprends pas pourquoi dans ce pays, à chaque fois qu'on veut initier une réforme, on ne prend que le volet purement budgétaire et comptable et pas le volet symbolique. Quand on parle de retraite aux Français,
le retraite, c'est le temps de l'apaisement. On a vu la réforme des retraites menée par Emmanuel Macron, je me prononce pas sur le fond, mais sur la forme, qui a été menée avec beaucoup de violence, qui a été menée contre une majorité parlementaire, qui a été menée contre les 2/3 des Français. Aujourd'hui, François Bayrou veut, entre guillemets, réouvrir le débat, pour passer un accord avec les socialistes, a mis en place on appelle ça un conclave, dans la culture un peu démocrate chrétienne, c'est ça, c'est un conclave. Et on met en place un conclave pour réfléchir à ce sujet-là, et en même temps, on a une ministre qui nous sort une proposition qui est inopportune. C'est-à-dire, dans le timing, dans la symbolique, tout ça porte à la confusion. Bien sûr. Et les Français ne comprennent pas. Alors, on en a débattu ici, c'est de savoir est-ce que c'était un ballon d'essai, est-ce que c'était un couac, comme on disait à l'époque de Hollande, un couac de communication. Marie-Ève Malouine, vous qui avez ça ressemblait plutôt à un couac. C'est une idée qu'elle a sortie comme ça. Et on ne savait pas sur quelle partie. Est-ce que c'était sur la partie retraite, assurance retraite, ou la partie caisse de retraite spéciale. C'était une idée comme ça qui se transforme en ballon d'essai, parce que sitôt les retraités, les associations sont montées au créneau en disant c'est hors de question. Rappelez-vous que les retraités votent eux aussi. Après, sur ce que vous disiez, Jonas Sadat, les gens qui sont à la retraite aujourd'hui, ils disent pas je cotise pour ma retraite, c'est aussi j'ai participé à la solidarité, j'ai versé une partie de mon salaire pour la solidarité, je voudrais qu'elle joue aussi pour moi. Faut pas non plus oublier que les retraités, dans une famille, aident beaucoup leurs enfants, leurs petits-enfants, y compris dans les transmissions de patrimoine, les aides pour passer le permis, des choses comme ça. Mais ce qui est vrai, c'est que sur la question des retraites, on a vraiment un sujet en France, c'est qu'on ne dit pas la vérité. C'est qu'on n'ose pas assumer le fait qu'on est le seul pays où on prenne sa retraite si tôt, alors que la population, l'âge de mortalité augmente. La durée de vie augmente. La durée de vie augmente, et on n'ose pas l'aborder aussi de ce côté-là. Alors on fait des grands débats, des grandes concertations. Souvenez-vous, la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, ça a duré 1 an et demi de concertation pour arriver à la fin sur quelque chose qui n'était pas clair du tout, parce qu'il n'avait pas de mandat en fait de négociation, donc ça n'a servi à rien, tout ce qu'il a pu discuter avec les organisations syndicales. Donc il y a un vrai problème de méthode et aussi de projection dans le long terme, y compris d'analyse. Souvenez-vous, le corps. Oui, je croyais qu'il fallait que j'arrête. Non. Le corps qui, un coup, nous disait non, il n'y a pas de problème. L'année suivante, dans son rapport, il nous disait si, il y a un gros problème. Donc personne n'y comprend rien. Donc rien que sur le constat, tout le monde n'était pas d'accord. Donc c'était un embrouillamini, une usine à gaz. Et maintenant, ça va repartir que le contexte est très particulier. Il peut quand même y avoir une envie de progresser du côté des organisations patronales et d'un syndicat. On peut voir. Alors, mais ils sont conscients du contexte. Vous nous direz ce que vous en pensez dans un instant, Jean-Claude Beaujour, à tout de suite. Vous me censurez. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio. Alors un complément toujours sur cette taxation des retraites, ce clivage entre Jean-Claude Beaujour. Vous voyez, vous dites taxation des retraites, et moi j'ai envie de dire que le sujet dont on ne parle que très peu finalement, c'est comment on s'organise pour la suite, parce qu'on a tous fait remarquer, on vit beaucoup plus longtemps, et ceux qui ont cotisé à un moment donné, c'est pas bien ou mal, c'est il y a 40 ou 50 ans, lorsque vous preniez votre retraite à 55, 58, 59 ans, souvenez-vous de nos grands-parents, à 58 ans, on était déjà une vieille personne qui attendait la mort. Aujourd'hui, à 58 ans, on refait sa vie. Moi, le nombre de gens qui arrivent et qui me disent qu'ils sont mis à la retraite de la fonction publique admettons à 62, entre 62 et 68 ans, et qui me disent on veut créer une structure pour continuer à être actif. J'ai un père qui a 96 ans et donc il aura eu quasiment et on est très content d'avoir nos parents âgés, mais ça a un coût. Ça a un coût, c'est évidemment 20 ans de retraite de plus que la moyenne du passé, et ça se finance. Il ne s'agit pas de stigmatiser les uns et les autres, mais de dire comment est-ce qu'on organise notre système social, l'accompagnement de l'âge âgé, et puis la solidarité, voilà. Et puis médicalement, ça a un coût tout cela. Parce qu'avant, on vous disait, vous étiez malade, vous aviez un cancer, vous mourriez dans les 6 mois qui finissent. Maintenant, les médecins disent, attendez, l'objectif, c'est quand même d'avoir, de soigner et de guérir, et nous sommes tous contents, et 2, il considère un échec à 5 ans d'espérance de vie, il considère que c'est un échec. Donc on est tous d'accord sur le progrès médical,
Mais tout ça a des conséquences. Il faut simplement qu'on s'organise et qu'on se mette d'accord. Bon, visiblement, le sujet, en tout cas, n'est pas à l'ordre du jour. Peut-être que ça reviendra, mais on ne prélèvera pas une taxe supplémentaire, un impôt supplémentaire sur les retraités. Moi, je voulais vous faire... j'ai eu je me suis interrogée sur un tweet d'Emmanuel Macron qui répondait à un influenceur qui se plaignait qu'on ne puisse pas payer avec sa carte, avec son téléphone au péage. Donc Emmanuel Macron a répondu sur X. Vous avez raison. Je crois qu'en 2025, on doit pouvoir payer au péage avec son téléphone. Donc j'ai passé le dossier au ministre de l'Intérieur et on va collectivement régler ça. Pas des transports ? Pourquoi l'Intérieur ? Je ne sais pas. Il a dit ministre de l'Intérieur parce que je ne sais pas. Je crois que c'est lui qui gère les amendes. C'est lui qui gère. Ouais. Envoyées, peut-être. Mais est-ce que le président de la République n'a pas autre chose à faire ? Et deuxièmement, l'influenceur en question est quelqu'un qui lutte contre le blasphème, qui fait la promotion de la médecine prophétique et qui considère que la musique est haram. Donc, quand on est président de la République, il me semble qu'on doit, faire attention à qui on répond, et deux, peut-être s'interroger sur l'opportunité dans la situation dans laquelle se trouve la France de répondre cela. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Marie-Ève Malouine. D'autant plus si dans le cas présent, on cite le ministre de l'Intérieur qui va se retrouver à examiner un dossier qui portera le nom de cet influenceur. Ouais. Et quand on dit qu'il lui a répondu, non, il l'a valorisé, il l'a légitimé, puisque parler au président de la République, obtenir une réponse et avoir un dossier transmis par le président de la République au ministre de l'Intérieur, ça vous valorise, ça vous légitime. Donc on voit bien que de la part d'Emmanuel Macron, il cherche sa place dans le contexte. Il y a eu Michel Barnier, il a dit je me tiens en retrait, il aurait pu être en cohabitation puisque Barnier n'était pas de sa majorité. Là, avec François Bayrou qui vient de chez lui, il lui a été imposé et on voit bien qu'il cherche la place qu'il peut avoir et il fait comme d'habitude, comme il l'a toujours fait, par la communication, par la modernité de sa communication. Donc il parle aux jeunes, il parle aux influenceurs. Mais quand on est président de la République, il faut avoir une équipe de communication solide qui vérifie les gens auxquels on parle et on ne peut pas improviser comme ça des réponses et ça dénature la fonction présidentielle, honnêtement. C'est pas à faire. Non. Jean-Claude ? Oui, moi je pense que il faut aussi regarder les résultats parce que plusieurs années de communication en ce sens, vous voyez les résultats dans les urnes, c'est pas, à mon avis, c'est pas très payant, très porteur. Voilà. Il a parlé du ministre de l'Intérieur parce que ce TikToker influenceur s'est pris une amende, donc c'est encore mieux. C'est encore mieux, c'est-à-dire qu'il va lui faire sauter, il va faire sauter l'amende. J'espère que non. J'espère que non aussi. Jonas, ou qui est avocat. Moi, je pense juste que et la communication aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, avec des codes de communication directs. Et c'est vrai que le président, on a l'impression qu'il aime bien rentrer dans l'arène. Vous voyez, de temps en temps, vous vous souvenez quand il faisait c'était pendant l'été, il faisait des lives sur Instagram en t-shirt. Il aime bien ça, il aime bien casser les codes. Ce qui est plus problématique pour moi, c'est comment l'organisation institutionnelle est cassée, dans le sens où effectivement vous avez accès directement au bon Dieu, qui après va devoir faire du micromanagement avec les ministres. Et donc à mon avis, de temps en temps, les ministres voient interférer comme ça le président de la République dans une organisation qui est institutionnelle et qui est compliquée aujourd'hui, avec un équilibre politique qui est compliqué. Et je dirais que lui, il récupère les fruits sympathiques de la communication. Ah, il est sympa, il est cool, c'est un président sympa qui nous écoute, qui nous entend. Parce qu'à mon avis, l'influenceur en question a dû en faire des caisses en mettant en story. Regardez, j'ai eu une réponse du président de la République. Donc le président, il a que les avantages, je dirais, de ce fruit-là. Et d'un autre côté, il passe la patate chaude à ceux qui vont gérer. Bon, c'est du micromanagement et c'est jamais très bon dans les organisations. Ouais, Brice Sokol. Moi, je rejoins ce qu'on dit sur ce plateau, c'est que on a un président de la République qui a perdu la main progressivement depuis 7 ans. La communication directe lui revient en boomerang, puisque je crois que c'est un des présidents, on regarde les sondages, les plus détestés de la Ve République, et ça va même au-delà de la détestation. Il a perdu la main sur le plan parlementaire, il a perdu la main sur le plan politique. Oui, il se cherche une place. Donc il a encore l'international, où il peut peut-être agir et en tout cas communiquer. Mais c'est vrai que sur le plan national, ce genre d'initiatives sont désastreuses pour la fonction présidentielle et n'apportent rien, franchement, à l'équilibre politique et aux solutions. En fait, le TikToker en question
a voulu payer avec son téléphone. Il s'est fait arrêter par les policiers, considérant qu'il téléphonait au volant, ce qui était vraisemblablement le cas. Pardon de supputer ça. Il a payé avec son téléphone. J'ai pas compris le. Normalement, quand vous êtes en voiture, la règle c'est que vous n'avez pas le droit d'avoir votre téléphone dans les mains, quoi qu'il se passe. Donc dès que vous êtes sur une chaussée. Donc oui, ça ne fonctionne pas. Non. Ça ne fonctionne pas, par exemple, si vous êtes à l'arrêt mais que vous n'avez pas éteint le moteur, vous n'avez pas le droit. Donc non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc un auditeur me dit que vous n'avez pas de chose à faire que de parler d'un TikToker. Quand un président de la République a 5 millions de followers et qu'il met en valeur, parce que moi ce qui m'interpelle aussi, c'est le pédigré du jeune homme qui est visiblement quelqu'un qui fait aussi du prosélytisme et qui propage un certain nombre d'informations étonnantes. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, puis encore alors moi je suis toujours sur X, je suis une affreuse bourgeoise réactionnaire, mais je confirme beaucoup de choses. Voilà. Je trouve beaucoup de choses. J'ai vu la reprise en France Info, il est encore sur France Info l'interview ce matin d'Éric Piolle. Écoutez, il parlait des dealers, la journaliste lui posait la question de savoir dans sa ville comment on pouvait faire pour gérer les dealers. Écoutez, sa réponse pour le moins étonnante. Il faut trouver un modus vivendi avec les dealers et nous voyons que c'est de plus en plus difficile parce que les dealers sont maintenant des multinationales organisées qui exploitent des personnes qui sont là vraiment de plus en plus jeunes et de plus en plus paumées. Ça, j'ai vu l'évolution même sur mes 10 ans de mandat. J'allais partout, je discutais avec tout le monde. Maintenant, je vais partout. Le dialogue peut être plus compliqué à certains points parce que les gens sont plus jeunes, sont plus fracassés. Ouais, donc un modus vivendi avec les dealers. Alors dans cet extrait, tout me fascine. Ouais. D'abord, Éric Piolle, il dit ça fait 10 ans de mandat que je suis là et au début c'était bien et maintenant ça s'est aggravé. Donc tu es la cause de ce problème. C'est fascinant. Deuxièmement, il arrive à trouver un biais gauchiste en parlant de multinationales qui exploitent des gens. Fascinant, alors que ce sont des dealers. Et troisièmement, il parle de modus vivendi avec des gens qui font en sorte que la vie des Grenoblois soit inacceptable et insupportable. Je rappelle que le rôle principal qui est donné par la loi du maire, c'est d'être le garant de la sécurité. Il a d'ailleurs des responsabilités, il est officier de police judiciaire, enfin, il a des responsabilités en tant que tel. Donc en fait, dans cet extrait, tout est fascinant. On se dédouane et on explique aux Grenoblois comment on doit vivre avec les dealers. Moi, je pense que fondamentalement, si vous regardez les derniers résultats, notamment dans ce qui s'est passé à Grenoble, il y a un mouvement de recul par rapport à ça, c'est que les gens n'en peuvent plus de ça. Ouais. Et le candidat du NFP a été balayé par une candidate, même s'il y a eu peu de participation. Mais on voit bien qu'à un moment, le réel, le retour du réel, ça cogne et ça fait mal. Et j'espère que les Grenoblois, la prochaine fois, seront libérés de ce que c'est que Piolle. On dit qu'apparemment, ce serait la sœur de François Ruffin qui voudrait prendre la suite. J'espère qu'elle n'est pas dans cette tendance vraiment de complicité avec les dealers. Ouais. Mais le mot de modus vivendi... Alors, moi j'y reviens. C'est exactement... Alors moi, je ne suis pas fasciné du tout, parce qu'on ne parle pas de n'importe quoi. Accepter le trafic de drogue dans nos cités comme étant quelque chose, on va... vivendi, c'est vivre ensemble, cohabiter avec le trafic de drogue. Mais de qui se moque-t-on ? Poser la question. Il dit c'est une multinationale aujourd'hui. Il reconnaît sa défaite. Pardonnez-moi. C'est pas simplement reconnaître sa défaite, c'est de dire il faut trouver un modus vivendi. Mais non, il faut faire du quoi qu'il en coûte et lutter contre le trafic de drogue. Là, on va rentrer dans le sérieux. Que ce soit à Marseille, que ce soit en Guyane, que ce soit dans les îles d'outre-mer, les départements d'outre-mer. Moi, j'entends les procureurs dire, si on nous donne les moyens en gendarmerie, en policiers, on peut surveiller les côtes plus efficacement que ça ne fait, parce que, par exemple, une partie, il y a celle qui vient d'Asie, mais une partie du trafic de drogue vient de l'Amérique latine, de la Guyane, en passant par les îles françaises, de la Guadeloupe, de la Martinique. Quand vous voyez comment les jeunes s'entretuent, et vous me dites qu'on va vivre ensemble, mais je pense qu'il faut avoir la capacité, moi je dis non.
Je dis qu'il faut mener justement ce combat, peu importe qu'il les qualifie de multinationales, là encore, on mélange les gens pour pouvoir, c'est de la poudre aux yeux. Je dis qu'il faut faire du quoi qu'il en coûte, il faut que nous ayons les moyens budgétaires. Là, pour le coup, il faut se donner les moyens budgétaires, parce que le trafic de drogue, c'est non seulement des jeunes qui meurent, c'est non seulement de l'insécurité, mais c'est aussi de la corruption au plus haut niveau. Plus haut niveau, c'est de la corruption tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Oui, voilà. Mais là, il reconnaît que c'est un échec total et que donc les dealers ont changé. Marie-Ève Malouine, comment vous comprenez ça ? Pour prolonger ce qui est dit sur les Antilles, on voit le poids de la drogue et du trafic de drogue dans la déstructuration de la famille antillaise. Plusieurs générations vivaient ensemble, et on l'a vu dans beaucoup de cités aussi, et où la drogue apporte de l'argent et donc financerait certaines choses. À la Martinique, et donc là, dans ce terme de modus vivendi, sous-entendu, c'est un mal nécessaire avec lequel on peut s'accommoder. Voilà. Et c'est là où c'est un peu insupportable et intolérable. La lutte contre la drogue, il n'y a pas de façon de s'entendre. On ne peut pas s'entendre avec des dealers. Là, ce qu'il dit, on peut s'entendre. C'est insupportable. Mais ça traduit bien aussi cette forme de renoncement et de défaitisme, de dire ça existe, c'est comme ça, et finalement, il vaut mieux s'en accommoder que essayer de lutter contre, on a déjà perdu. Absolument. Et ce défaitisme pour les habitants à Grenoble est insupportable, que ce soit à Grenoble, que ce soit à Marseille, que ce soit dans toutes les villes moyennes, y compris les milieux ruraux, où les trafics de drogue arrivent avec une violence incomparable, et des jeunes de plus en plus jeunes qui tombent dans ces trafics. Et quand on lit certains papiers sur des jeunes qui descendent à Marseille simplement parce qu'ils se disent je vais y aller faire un peu de surveillance, de faire le guet sur les points de deal, et après je pourrais m'acheter un scooter, et qui se retrouvent torturés, enfermés et tués. C'est insupportable. Et donc des propos comme cela, de dire on peut s'arranger avec ça, avec un système qui fait des gamins de 13 ou 14 ans viennent à exécuter des contrats pour tuer des gens, ce n'est pas supportable. Et il n'y a pas de modus vivendi, il n'y a pas d'accommodement. Moi, je peux que partager l'ensemble de ce constat. Enfin, on ne peut pas légitimer un système mafieux. Voilà. Quand on représente l'État, les pouvoirs publics, une collectivité territoriale, locale, on ne peut pas s'exprimer de cette manière-là. Deuxièmement, je pourrais rappeler à M. Piolle que une des dernières victimes du trafic de drogue dans sa collectivité était un employé municipal. Donc je pense qu'il l'a oublié, donc ce serait bien de lui rappeler. Et je partage votre avis, c'est que il faut une volonté, c'est pas qu'une question de moyens, c'est une question de moyens certes, mais pas que, c'est vraiment une question de volonté politique pour assainir progressivement ce trafic dans nos cités, dans certaines de nos banlieues, et pas que. Tout ça au profit de ses habitants. Parce que vous avez 90 à 95% des habitants qui habitent dans ces quartiers difficiles, qui veulent une vie apaisée comme vous et moi. Vous avez d'autant plus raison que, vous savez, on sait très bien que les premières victimes sont les victimes qui vivent dans les quartiers, parfois des quartiers modestes. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a des Français qui vivent dans un certain nombre de quartiers corrects, et puis il y a les autres, et on dit tant pis pour eux. C'est ça aussi la discrimination dans notre pays. C'est ça aussi la France à deux vitesses. On laisse pour en pertes et profits un certain nombre de nos concitoyens. C'est inacceptable. Je rajouterais peut-être juste sur une question sur la chaîne pénale quand même, parce que Piolle, il fait de la politique gauchiste, faut le dire. Mais il y a aussi un problème de chaîne pénale, c'est-à-dire qu'en gros, ça il est bien gauchiste, et j'utilise à volontiers le terme gauchiste plutôt que gauche. La réalité, c'est que quand même depuis des années, il y a des personnes qu'on arrive à identifier, vous parlez de 5%, de 10%, qui sont aussi des multirécidivistes. Oui. Et si on ne change toujours pas la loi, vous allez dire que je rabats, mais je rabats les oreilles avec ça, sur la récidive, et qu'on ne remet pas les peines planchées, on va être reconfronté à chaque fois aux mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'en gros, un dealer aujourd'hui, ou quelqu'un qui participe au trafic de drogue, s'il est jugé une fois, il est rejugé comme si c'était la première fois. Et donc tant que ce gouvernement et les gouvernements précédents, malgré le fait que certains disent que le gouvernement de Macron est de droite, ou qu'il est de centre-droit ou autre, ils n'ont toujours pas remis les peines planchées pour les multirécidivistes. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, vous passez 40 fois et c'est comme si c'était la première fois. Or, il y a des gens, quand on parle de volonté, qu'il faut mettre hors d'état de nuire, notamment les têtes de réseau, parce que sinon, c'est eux qui alimentent des réseaux et qui structurent des filières. Oui, c'est évidemment un sujet sécuritaire, mais c'est aussi un sujet, comme vous le disiez, sociétal.
Moi, j'ai discuté avec un maire récemment de la banlieue parisienne qui me dit, est-ce que tu connais les orphelins de 16 heures? Moi, je connaissais pas ce terme d'orphelin de 16 heures. Absolument. Ce sont des enfants qui sortent de l'école, qui ont 8 ans, 9 ans, qui rentrent chez eux, dont la maman est une femme seule, qui fait des ménages le matin très tôt, donc elle n'est pas là au petit déjeuner, elle n'est pas là le soir. Elle n'est pas là le soir quand les gamins rentrent. Il me dit, moi, j'ai demandé, par exemple, dans mes écoles, que ces enfants puissent continuer à rester et à travailler. Eh bien, il a eu sur 3 écoles 2 refus. Donc il a dû gérer ça de manière extérieure. Il a travaillé avec 2 associations qui accueillent ces jeunes enfants, qui les donnent déjà un goûter, qui leur fait faire les devoirs, et après ils rentrent à la maison et leur maman rentre à 9h. Ce que je veux dire, c'est, en prenant cet exemple-là concret, c'est que c'est aussi un sujet sociétal, c'est pas qu'un sujet sécuritaire. On a un sujet aussi par rapport à l'enfance. Parce que ce sont des enfants à 13 ou 14 ans, et un enfant de 13 ou 14 ans qui commence à dealer, qui commence à assurer le guet, qui est pris, qui va être relâché parce que la justice est assez lente, y compris pour les mineurs, même s'il y a eu des progrès là-dessus, ils rentrent dans une filière dont ce sera très difficile de sortir. Et on n'en sortira pas si on n'arrive pas non plus à s'occuper en priorité de ces enfants, laissés seuls à 16 heures, qui vont 12, 13 ans, 14 ans, c'est le début du collège. Donc ce sont des gamins qui vont avoir les moyens d'avoir de l'argent, de pouvoir acheter des téléphones, enfin des choses qu'on veut acheter à cet âge-là, et qui ne sortiront pas de ce système. Et la société doit s'en préoccuper. Une société qui ne protège pas ses enfants contre eux-mêmes, parce qu'à cet âge-là, on croit qu'on est tout puissant et on se retrouve avec une arme dans les mains et on l'utilise. Si les parents sont défaillants, la société doit pouvoir s'en occuper. Et les temps scolaires, qui était une réforme qui a été extrêmement malmenée parce que on n'a pas voulu le faire après l'école, on l'a fait en temps médian, après le déjeuner. Arriver à ce que ces enfants puissent rester à l'école, puissent être encadrés, c'est une priorité. Bien sûr. Mais il y a tout le problème aussi de l'aide sociale à l'enfance, des contrôles et autres qui ne sont pas efficaces aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de vous dire à quel point j'étais exaspéré par ce qu'on appelle les marches blanches après des incidents criminels ou des comportements criminels, et toujours toute ma sympathie aux familles des victimes. Mais on sait très bien que ces marches blanches, on en fait aujourd'hui, on en fera demain, on en fera après-demain, si on ne va pas à la racine du mal. Et je partage complètement ce qui a été dit. Pour ceux qui ont déjà regardé un dossier criminel ou un dossier pénal, le voyou de 20 ans, c'est pour une bonne partie un enfant dont on ne s'est pas occupé, c'est des milieux parfois difficiles, c'est de la violence intrafamiliale, c'est de l'abandon familial, c'est tout cela. Donc oui, vous savez à quel point je suis favorable aux sanctions pour envoyer des signaux clairs, mais en même temps, si on ne lutte pas à la racine du mal, alors on est dans une chaîne simplement de la sanction, mais qui ne résout pas le problème, parce que sanctionner après un crime, moi je préfère qu'un gamin soit vivant plutôt que de sanctionner derrière un criminel. En tout cas, en disant on est soulagé parce que le criminel sera retenu. Je préfère qu'il soit vivant et donc prévenir. À l'époque où je bossais avec un ministre de l'Éducation, on avait lancé un test qui avait très bien marché, c'est qu'on avait, et alors là ça a fait hurler ces dernières semaines pas mal de gens de gauche, on avait fait le test en disant si vous voulez continuer à bénéficier des prestations sociales en tant que parent, il faut que vous vous assuriez le fait que vos enfants aillent à l'école. Et je vous assure que ça avait très bien fonctionné. C'est-à-dire qu'en gros, le fait, ne serait-ce que d'avoir une menace réglementaire de privation de prestations sociales, vous arrivez à le faire quand il a 12-13 ans, parce que vous tenez encore le gamin. Après, quand effectivement il a 15-16 ans, vous n'avez plus réussi à le mettre dans le système scolaire, et donc effectivement il est perdu. Les orphelins de 16 heures, c'était déjà une thématique de la campagne de Sarkozy en 2007, et il avait essayé de faire une réponse à ça. Mais honnêtement, en 2012, tout a été cassé. Internat d'excellence supprimé, les orphelins de 16 heures supprimés, et évidemment la suppression des prestations sociales pour les parents qui n'assurent pas leur rôle de parents a été supprimée. Donc ça n'a toujours pas été réglé. On marque une pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, évidemment, on n'a pas tenu le programme, mais on a discuté, on a débattu de choses intéressantes néanmoins. J'en profite que nous ayons des spécialistes, que vous étiez tous les deux aux États-Unis, Jean-Claude et Brice. Alors, l'Union européenne est très mauvaise pour nous, dit Donald Trump, et il annonce que les pays européens vont être soumis à des droits de douane. Qu'est-ce qu'il faut en penser ?
Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il peut le faire? Quel impact sur la France? Alors, deux choses. On a déjà eu des batailles commerciales avec Donald Trump, avec les États-Unis. C'est pas avec Donald Trump, mais avec les États-Unis. Lors de la mandature, la première mandature de Donald Trump, j'ajoute qu'on a toujours eu des batailles commerciales avec les États-Unis. On peut être partenaire allié et avoir des désaccords. Il y a néanmoins des règles pour cela, avec notamment l'organe de règlement des différends de l'OMC. Donc ça, c'est une chose. La question, c'est quel va être le niveau de taxes qu'il va proposer ou qu'il va demander, quels produits vont être visés, et puis quelle sera notre réponse. Vous avez vu, donc, oui, il peut le faire. 2, il va pointer du doigt, il va grandement menacer. Et la question, c'est quelle sera notre réponse et la cohérence dans la réponse. Est-ce qu'on va répondre chacun de notre côté ? Oui, parce que la situation n'est pas la même pour tous les pays. La France exporte absolument. Beaucoup. Et alors avec aussi des choses qui relèvent aussi de la partie américaine. Par exemple, beaucoup de GAFA sont venus mettre leur siège en Irlande pour pouvoir bénéficier de privilèges fiscaux. En même temps, ça défavorise les États-Unis. Je parle de GAFA, donc je parle d'entreprises américaines. Donc ça, c'est une chose. Quels produits, comment est-ce que nous allons réagir? La situation en Allemagne porte essentiellement sur des produits industriels. Chez nous, c'est différent. Par exemple, le fait que Boeing, je vais vous dire, l'un des éléments du déficit commercial, pas seulement, mais c'est que Airbus fonctionne bien. Boeing est en perte de vitesse, mais quand vous vendez un avion, c'est vrai que vous avez tout de suite dans la balance beaucoup plus que lorsque vous vendez quelques caisses de champagne. Puisqu'on vend, je fais la promotion de notre champagne Trevin, même s'il y a du très bon vin californien au passage. Donc non, pour être sérieux, c'est vrai qu'on a des produits lourds qui comptent. On a une compagnie un constructeur Airbus qui fonctionne bien. Et je vais vous dire, Donald Trump, de ce point de vue, il va obtenir peut-être sans doute des concessions, mais il y a des choses sur lesquelles on ne pourra pas compresser. Des compagnies aériennes américaines qui achètent de l'Airbus, ils achètent de l'Airbus parce qu'on a un produit fiable, qui est peut-être moins consommateur d'énergie, et que l'énergie, ça compte pour un tiers, le kérosène, ça compte pour un tiers pour une compagnie de transport aérien. Brice Sokol. Moi, je vais faire une réponse un peu plus globale. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est rentré un peu dans l'ère de l'isolationnisme et du protectionnisme. Absolument. Voilà. Premier point. Deuxième point, l'Europe. Moi, j'espère que Trump va enfin réveiller l'Europe. Excusez-moi, mais crise énergétique, l'Europe l'a subie, elle n'était pas prête. Crise ukrainienne, sur le plan de la défense, nous étions dépendants de l'OTAN et des États-Unis, nous n'avons aucune industrie de défense. Est-ce que l'Europe se réveille ou ne se réveille pas ? Crise migratoire depuis 2015, quid de l'Europe ? Sur le plan industriel, sur le plan de la santé, sur le plan de l'énergie, il faut que l'Europe se réveille. Et peut-être que Trump va aider l'Europe à se réveiller. Quand je parlais tout à l'heure en début d'émission d'incarnation, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'Union européenne ? Qui l'incarne ? Ça, c'est un vrai sujet. Qui va discuter avec Trump ? Est-ce que c'est Mélanie ? Est-ce que c'est Macron ? Qui va discuter avec Trump ? Est-ce que c'est Éric Zemmour ? Non, mais le sujet, il est là. C'est qui incarne quoi ? Est-ce que c'est Bernard Arnault ? Est-ce que c'est Bernard Arnault ? Qui incarne l'Union européenne aujourd'hui ? Quels sont les objectifs de l'Union européenne ? Comment se gèrent les politiques commerciales de chaque État au sein de l'Union européenne ? Voilà, tous ces sujets-là sont sur la table, mais ils sont de notre responsabilité avant d'être de la responsabilité des États-Unis. Tout à fait d'accord. Non, mais on sent bien en réalité que, et peut-être qu'il en manquait, c'est une vision, que le gendarme du monde peut être de retour. Et donc, si le gendarme du monde est peut-être de retour, nous, on s'était habitués à ce que ça patauge avec Biden, donc on pouvait un petit peu continuer comme ci, comme ça, Emmanuel Macron, sortir la tête de l'eau. La difficulté, c'est encore ce que disait Kissinger, c'est-à-dire l'Europe, quel numéro de téléphone ? Voilà. Jonas, c'est pas simplement de gendarme, parce que gendarme, à la limite, c'est celui qui fait respecter la règle. Oui, mais là, il la crée. Là, il la crée, il l'impose. Voilà. Le gendarme, c'est celui qui fait respecter la règle. Là, on a quelqu'un qui nous dit deux choses. C'est j'impose ma position et après, vous voyez ce que vous voulez. 2, c'est qu'on remet en cause, malgré tout, l'ordre international et l'état de droit. Et on a beau dire que l'état de droit, c'est la tarte à la crème, mais je suis désolé, ça crée un certain nombre de règles, parce que les États-Unis, c'est la plus vieille démocratie du monde, c'est quand même l'ossature du système.
Donc c'est là où ça pose problème. Et je partage ce que dit Brice, c'est que c'est même pas c'est l'opportunité, c'est une obligation pour nous. C'est une obligation pour nous de nous positionner et non pas chacun de son côté. Alors, mais est-ce qu'on ne sait pas s'aborder ? Jusqu'à présent, l'Europe, ces dernières années, et on l'a vu dernièrement, ces jours-ci avec les adieux entre le chancelier allemand et Emmanuel Macron, il n'y a plus de moteur franco-allemand, il n'y a plus de moteur à l'Europe. Chacun y va en ordre dispersé. On le voit pour les achats d'armes, pour les satellites, les services des satellites. Donc l'Europe, elle est c'est un tarte à la crème aussi, mais elle est un peu à la croisée des chemins. Où elle réussit à s'unir de nouveau et parler d'une seule voix, et à ce moment-là, elle représente une certaine force, où chacun y va en ordre dispersé, et à ce moment-là, elle se disloque. Et on peut compter sur Trump pour pas chercher le numéro de téléphone de l'Europe. Il va trouver celui de chaque pays composant l'Europe pour dire, là, vous avez intérêt à ceci, toi, tu as intérêt à cela, et il va dealer en bilatéral. Donc c'est vraiment, il y a besoin d'un vrai mouvement en Europe pour résister à cela. Sinon, chaque pays va avoir son intérêt personnel, et à ce moment-là, l'Europe n'aura plus d'intérêt. Mais c'est ce qui va se passer. Et en bilatéral, on est faible, parce que vous avez vu un peu la réaction dans l'affaire du Groenland. J'ai trouvé un peu esselé le ministre des Affaires étrangères danois. J'aurais préféré très rapidement qu'il y ait une réponse européenne et que tout le monde dise non, c'est inacceptable à notre meilleur allié. Là, on a un ministre qui, de son côté, un peu tremblotant, va dire le Groenland n'est pas à vendre, c'est pas bien. On sait très bien que le Danemark il faut pas exagérer, le Danemark face aux États-Unis ne pèse rien. Non. En revanche, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience qui vienne du bas, parce que quand vous parlez avec des industriels chinois et des industriels américains, ils ont bien conscience en revanche que l'Europe est le premier marché de consommateurs. Bien sûr qu'ils l'ont compris. Regardez ce qui s'est passé sur les véhicules thermiques. Les Chinois sont très contents de notre quasi-suicide sur la fin du véhicule thermique avant 2035. Et donc, il faut que les dirigeants se disent quand même, je suis le premier marché très convoité, donc si je suis très convoité, je peux aussi imposer des règles. La question, c'est qui impose les règles ? Parce que, je le disais tout à l'heure, on sait quand même un peu s'aborder. On a beau dire, le respect des états de droit, des multinationales, mais quand vous avez Emmanuel Macron qui est allé dire quand même à des tribunes, l'OTAN est en état de mort cérébrale, voilà. Et donc, idem sur la construction européenne, quand on dit à ceux qui sont peut-être potentiellement nos adversaires que nos structures ne fonctionnent pas, ils appuient là où ça fait mal. Mais on sait très bien que nous sommes un marché, 450 millions d'habitants, un produit intérieur brut. Nous sommes la première. En tant que tel, si nous étions structurés et unis, nous serions la première puissance du monde. Ça, c'est une réalité. Sauf que c'est pas la réalité, justement. Voilà, ça n'est pas la réalité parce qu'on est 27 pays, 27 institutions. Merci à vous. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons